La première fois qu'on boit du vin, je pense qu'on a difficilement la perception de tout ce qu'il y a derrière et de tout le temps que ça peut prendre. Beaucoup savent que pour faire un bon vin, ça commence par l'identité d'un terroir, d'une belle récolte de raisins et d'une vinification maîtrisée. Ensuite arrive le temps de l'élevage, une sorte de parenthèse où le vin repose, s'épanouit et se révèle dans le bois, entre autres. Quand on parle de temps, il faut être patient, parce qu'avant de reposer sur ses lits dans son fût de chêne, il en aura fallu du temps pour que la nature et ce gigantesque chêne nous offrent son précieux bois. Et donc des générations de forestiers vont veiller sur ce précieux bois avant qu'il soit transformé en tronçon, puis en mérin, ensuite en douelle et pour finir en barrique. C'est dans cette fraction dans le temps qu'interviennent les tonneliers. Un métier de passion, de technique, de savoir-faire. On a la chance d'avoir rencontré l'un des meilleurs tonneliers au monde, Jérôme Foilly. Il est meilleur ouvrier de France et il nous a partagé sa vision, sa passion et toute la technique qu'il a mis en œuvre pour créer ces barriques. De la sélection des tronçons de bois, au séchage des mérins, à la transformation en douelle, jusqu'à la chauffe, qui est la partie très technique qu'il affectionne particulièrement à travailler vraiment à sa propre manière. Il va nous partager sa vision, sa passion et l'art de la tonnellerie. De la sélection de l'arbre au choix des tronçons en passant par le long séchage des mérins, la mise en forme du tonneau et sa chauffe, on va percer le mystère de la barrique. Nous sommes en Bourgogne, au cœur des terroirs de Grand Cru, dans l'atelier de tonnellerie de Jérôme. On a commencé ici en 2008, j'ai acheté en juin 2008. J'ai commencé en 2006 à Challenge, dans un champ à mon père, en face chez mes parents. Pareil, sur des palettes, j'ai mis le cyclone pour aspirer les copeaux, ma scie là-bas pour faire le mérin. J'ai commencé à faire du mérin et du bois de chauffage pour générer des revenus, pour m'acheter les premières machines pour faire les fûts plus tard. Okay. Donc j'ai collecté, j'ai collecté de la trésor. J'ai démarré le mérin en 2008. J'ai livré Louis Latour et Cadus à côté. Ah, donc tu livrais, toi tu fournissais les mérins pour deux d'autres. tonnelleries quasiment les plus près de chez moi. Et puis, chaque livraison, j'avais une partie de mérin qui revenait, qui leur plaisait pas. Ouais. Du mérin comme ça, là. Il est trop ci, il est pas assez ça, machin. Ok, je te le change. Tout le bois qui revient, je le empile chez moi, sur palette, et je fais des palettes ajourées, séchées, machin, etc. Je marque les dates, l'origine, parce que j'ai dans l'idée que peut-être dans 2-3 ans, j'aurai peut-être suffisamment d'argent pour m'acheter les premières machines et mettre au point un système pour faire les fûts avec tout ce tas de bois que j'ai acheté. Tu as commencé par acheter la matière première. Donc j'ai échangé, j'ai collecté du bois. Ouais. Et en 2009, j'ai fait 8 fûts que j'ai vendus à quelques copains à droite à gauche ici. Les dégustations étaient bonnes. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, alors 2009, 8 fûts, et 2019, 800 fûts. Donc 10 ans après, je multiplie par 100 la quantité de fûts. C'est que ça fonctionne.
Donc, alors, dans 10 ans, je ne veux pas faire une île. Non, parce qu'on a compris qu'il y avait... On a compris que on va se calmer. Tu veux garder un contrôle... On a tellement essayé de choses, on a tellement expérimenté et dégusté à droite à gauche, et ici, testé des techniques différentes. Moi, d'origine ailleurs que la tonnellerie. Ceux qui travaillent ici, ils ne sont pas du tout tonneliers, donc ils ont des origines encore plus diverses. Ouais. J'ai un c'est la richesse aussi. Mécanicien poids lourd comme chef d'atelier. Ah mais bon. Oui, bah, c'est ça, il t'a aidé pour le pont. Pour entretenir le matériel, il est au top. Ouais. Et puis d'autres, c'était dans d'autres domaines. Hein. J'ai jamais eu trop de tonneliers ici. Un cuisinier, pâtissier. Ouais. Quel professionnel de plus expérimenté qu'un pâtissier ou un cuisinier pour la cuisson, hein surtout que c'est destiné à l'alimentaire. Un cuisinier, il n'y a pas mieux, quoi. Hein. J'aurais pas pu trouver mieux qu'un cuisinier pâtissier, quoi. Donc la maîtrise de la réaction de Maillard, on y revient toujours. Hein. J'aime à me répéter sur ce sujet-là parce que quand je vois les fûts de mes concurrents où c'est pas respecté. Et j'aimerais les aider parce que je me dis, mais c'est une catastrophe. Pourquoi ils font ça? Ils se rendent pas compte qu'ils vont dans le mur là, avec ce système-là. Aromatiquement parlant, ils sont dans une parenthèse et ils peuvent pas sortir. C'est pas possible. C'est comme le café industriel. Ouais, comme le café industriel, qui est cramé. Ouais. On a des arômes bien calibrés que les industriels nous imposent. Et qui sont devenus la norme, en fait. Bah oui, du coup, on n'a pas le choix. On est obligé d'absorber ce truc-là. Comme la parkérisation des vins dans les années 80-90, où il fallait de la fumée dans le vin, qu'il fallait de l'astringence, qu'il fallait... Voilà, quoi. Du tanin. Alors, je dis pas que c'est mauvais, hein. Ça a sûrement eu son temps. Mais aujourd'hui, on va plus dans l'élégance, on va dans la sucrosité limitée, on va plus dans le fruit, on va plus dans la matière, plus dans l'équilibre que la violence aromatique de la fumée et de l'acide, quoi. Voilà, quoi. Et l'élégance, elle passe par là, quoi. L'équilibre entre le fruit, l'acidité et les arômes empyromatiques que le fût apporte, quoi. Et une fois qu'on a le triangle des trois bien isocèle, ben on a la perfection, quoi. Avec des maths, on fait des pyramides, quoi. Voilà. Et ouais. Quand on regarde une barrique, on se dit que c'est un objet simple, un peu bombé, quelques cerclages en métal. Puis quand on déconstruit un peu tous les éléments qui la composent, on se rend compte que c'est plus proche de l'ébénisterie d'art, voire de la mécanique de précision. C'est pas juste un assemblage rustique, c'est millimétré. Et c'est un emboîtement précis, c'est de la mécanique des bois en quelque sorte. Chaque douelle, chaque pièce de bois a un angle, un jeu précis, pensé pour supporter le voyage, les différences de température, l'hygrométrie. C'est une forme ancienne, mais à l'intérieur, c'est vraiment de l'ingénierie pure. Et à ce niveau-là, ça dépasse largement les clichés que je pouvais me faire du tonnelier un peu bourrin, avec son énorme masse et ses flammes plus hautes que lui. Jérôme, c'est un tonnelier, mais aussi un ingénieur. Il fait fonctionner son cerveau autant que ses mains. Chez moi, les réparations, c'est interdit. Donc on met le temps qu'il faut pour pas que ça casse. Bien faire dès le début, prendre le temps. Chez tous les autres concurrents, chez mes confrères, il y a 2 personnes à l'année qui réparent les fûts, qui font que ça toute l'année. Donc c'est du bois qui doit être destiné à faire des fûts neufs, théoriquement, qui vont servir à réparer des fûts qui ne devraient pas être cassés. Donc c'est de l'argent de perdu. C'est du gaspillage. C'est une autre philosophie de travail. Du gaspillage et de la pollution, parce que c'est des morceaux qui vont être coupés et brûlés. Alors que chez moi, les morceaux qui sont coupés et brûlés, c'est les pièces qui sont découpées pour faire les fonds. Le fond, c'est des pièces droites qui ont été découpées au taille-fond là-bas. Et toutes les chutes, elles servent pour alimenter pour le bois de chauffe. Donc voilà. Rien ne se perd, tout se transforme. Et là-bas, pareil, c'est les mérins qui sont écourtés. Les 2 petits bouts de chaque côté qui servent à la bonne longueur pour que tout soit bien à la bonne longueur en haut, en bas.
Tout ce qui dépasse, ça finit dans les caisses là-bas et c'est Ok. brûlé. Donc ça t'a une Et à coupe l'avenir, toujours comme on a conscience que tous ces chaufferettes dégagent du CO2, l'idée majeure que j'ai trouvée, c'est de chauffer les fûts à l'énergie solaire pour avoir 0 carbone émis. Donc là, on est en train de mettre sur papier fraîche. Ok. et on va investir au mois de septembre, octobre pour faire intégralement nos fûts 0 carbone. Donc ça va être un four solaire. Ça va être des plaques. Alors, avec l'électricité solaire. Ok, d'accord. Donc des panneaux Ok. solaires qui vont alimenter des lampes infrarouges. Ok. Parce que le feu, qu'est-ce qui fait, qui met en œuvre la réaction de Maillard? C'est la lumière du feu. C'est pas la flamme chaleur elle-même. par convection. C'est la radiation. Ouais, la radiation. C'est uniquement la lumière à Ouais. 99%. Ouais. Donc j'ai opté pour des lampes céramiques infrarouges Ok. avec Un gros rayonnement, avec une puissance suffisamment forte pour avoir la chauffe au bout de quelques heures, Ouais. pas quelques minutes comme chez mes concurrents, Ouais. parce que l'idée c'était pas de les copier, ils le font 10 fois mieux que moi depuis longtemps, donc c'était de faire un produit différent, Ouais. donc travailler en profondeur, donc avec des températures maîtrisées, la réaction de Maillard entre 130 et 180 degrés. Ouais. À partir de 130 degrés, on commence à avoir la réaction. À partir de 180, Ouais. au-delà de 180, la réaction s'arrête. Ouais. Donc l'idée, c'était de maîtriser avec des sondes, mettre des sondes en haut, au milieu et en Ok, bas, ok. pour être toujours dans la fourchette optimale pour faire les cuissons de nos fûts, quoi. C'est hyper intéressant parce que du coup, c'est une innovation dans un métier qui est quand Ouais. même. Mais très moi, à l'origine, je ne suis pas ancestral. tonnelier. Ouais, bien sûr. Je Donc suis t'es OK technicien, pour. j'ai fait les arts et métiers, j'ai fait l'École nationale du bois. J'ai rien à voir avec la tonnellerie au départ. Je suis passionné de vin et j'ai trouvé le métier de la tonnellerie qui me rapproche des métiers du vin, parce que j'ai pas pu intégrer les métiers du vin dans ma jeunesse, quoi. Ouais. Donc comme je suis un peu expert entre guillemets dans le bois, Ouais. pour se rapprocher du monde du vin, j'ai trouvé la tonnellerie Ok, pas par ok. hasard. J'ai essayé de me rapprocher de la tonnellerie tant bien que mal. Et un jour, mon épouse, qui est comptable, a trouvé une place de comptable à la tonnellerie d'amis. Et c'était Et à un moment ou à un autre, il cherchait du personnel et j'ai quitté mon métier de programmation numérique sur les centres d'usinage chez Péchinet, dans l'aluminium, dans plein d'autres choses. J'ai fait plein d'autres métiers, et de la recherche, du développement, etc. Et j'ai quitté ça. J'ai pris une tronçonneuse, pour j'ai faire pris mon manteau et je suis parti en forêt couper des arbres. Celui-là va faire du bon mérin, celui-là va faire des Parce que du coup, tu as tonneaux. cette vision-là de l'arbre, Voilà, ouais. quand La tu vois un chêne. lecture à l'intérieur du tronc d'arbre sous l'écorce, on n'est pas très nombreux sur Terre à pouvoir le faire. Moi, j'ai eu cet accès-là, donc je m'en suis servi pour avoir, comme atout, pour ce métier-là, quoi. Bien sûr. Parce que le prix du bois pour la tonnellerie est Ouais. tellement élevé Ouais. que On n'a pas le droit de gaspiller, on a le droit de se tromper, mais faut Ouais. pas exagérer parce que Bien sûr. l'affaire, elle va être vite vue, quoi. Comme c'est des chênes centenaires, il y a Voilà, le ouais. respect Ouais. aussi de, je pense, de. Alors l'analyse des sols, l'analyse des espèces, pour trouver le bon grain du bois, hein, pour que l'arbre ne pousse pas trop vite, même relativement lentement, pour pouvoir élever les vins les plus prestigieux dans des fûts avec des grains fins. Et les grains légèrement plus gros ou un peu plus gros pour les alcools. Les spiritueux, Là où il y a une teneur en tanin plus élevée, Ouais. où c'est moins gênant. Un échange plus rapide. Donc toi, grain fin, c'est vraiment Le grain fin, c'est spécialité, on va dire, dans la tonnellerie. le fait de ne pas apporter trop de tanin dans le vin pour pas apporter trop de maquillage. Hein. Ouais, bien. Donc ouais, ça, grain fin, ça va venir oxyder plus lentement, le vin pénétrer Voilà, beaucoup plus lentement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'oxydation du vin pendant l'élevage, 99% c'est par la bonde Ouais. et 1% par les joints. Ouais. Ça passe jamais à travers le bois. Hein. Ouais, Ça, c'est ouais. une idée Ouais, reçue ouais. Reçu, ok. que la plupart des gens ont. Je pense que le vin respire à travers le Non, bois. le bois est étanche. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et il y a eu une thèse de doctorat à l'université de Bordeaux par un Chinois qui a fait ses études là-bas, qui a fait sa thèse sur l'oxygénation des vins avec les élevages sous bois.
Ok. Et la conclusion est que ça passe 99. le- Voilà. Par Ça les passe pas à espaces, travers le bois, quoi. Ok. Donc là, tu es en train de décintrer. Là, si on l'ouvre complètement Ouais. et qu'on recommence le process en accéléré, Ouais, comme on l'a fait sur d'autres films et d'autres courts-métrages, ok. on l'a fait comme ça. Ok. Et tout le monde pense que... Tout le monde pense qu'on l'a cintré comme ça. Ouais, ouais. Mais non. C'est rapide. Chez nos voisins, chez eux, ils font ça en 3 minutes, hein, c'est Ouais, fait. Hein. Nous, c'est 10 minutes, hein, minimum. Ouais. Voilà. Puis bon, on a un thermomètre numérique qui nous aide à cintrer au bon moment. Hein. Ouais. Faut qu'on Tu ait les mouilles, c'est températures. pour l'humidité autour Voilà, de... alors faut refroidir à l'extérieur. Alors je devrais pas dire ça, mais Ouais. C'est pas refroidir, c'est... l'idée c'est créer un choc thermique entre l'intérieur et l'extérieur pour que ça puisse se cintrer correctement et naturellement. Ouais. On pourrait le cintrer, j'allais dire avec le genou, mais presque, Oui, oui. mais faut quand même un peu de puissance, quoi. Un peu de puissance. Mais quand c'est chaud, le treuil il souffre pas, quoi. Il y va gentiment. C'est même que ce soit hydraulique, Oui. il cintre aisément, quoi. Ok. Hein. Donc l'idée c'est d'avoir à peu près 130, 140 à l'intérieur. Ouais. Bon là ça fait un moment qu'il y est, donc il est monté un peu plus haut. Ouais. Mais faut qu'on ait au moins 50 degrés à l'extérieur, quoi. Au moins 50 à l'extérieur, ok. Donc rien ne casse en fibre, c'est vraiment de la... Ça coulisse. Ça hein. coulisse, Voilà, en ouais. fait. Ouais. Ça se comprime à l'intérieur et ça coulisse un peu légèrement à l'extérieur. C'est vraiment Ok. léger. Hein. Ouais. Ça bouge pas beaucoup. Parce que j'ai mesuré une douelle avant cintrage. Ouais. À l'intérieur, à l'extérieur, j'ai cintré le tonneau, j'ai démonté et j'ai remesuré à l'intérieur, intérieur, extérieur. Ok. Donc à l'extérieur, ça bouge vraiment pas beaucoup, Ouais. et à l'intérieur, par contre, ça se comprime. Ouais, l'arc comprime le Pour écraser le bois, c'est plus facile, quoi. Ouais, bien sûr. Donc là, on va le retourner. Ouais. Maintenant qu'il est fermé en bas, on va mettre des cercles en bas. Hein. Ouais. Endouvage, Valentin. T'as un endouvage là-bas, il est cuit. Celui-là, il est cuit. Un endouvage. Alors l'endouvage, c'est fignoler les décalages. Ok. Voilà, il y a encore quelques tout petits décalages. Il faut les fignoler pour que les joints soient bien l'un en face de l'autre avant de serrer à la cote. Parce que là, on l'a monté un petit peu plus gros. Là, il est dilaté, les joints sont un peu ouverts. Hein. Ouais, Tout n'est pas fermé complètement. Et là, on va serrer les cercles à la bonne hauteur pour que tous les joints soient fermés jusqu'au refroidissement. Donc le refroidissement, c'est à peu près 2 heures. Ouais. Donc au bout de 2 heures, on va finir de le serrer à froid pour pouvoir le rogner, le passer dans une machine dans l'étape d'après. Ok. Ce qui m'a marqué aussi, je m'attendais encore moins à découvrir sur place, c'est qu'on peut être tonnelier et geek. En fait, Jérôme, vient d'un milieu scientifique au départ et industriel. Du coup, il a beau être mof, artisan, manuel, il fait vraiment fonctionner son cerveau avant tout. Ce qu'on aime bien chez lui, c'est que les habitudes, il peut les suivre, mais il va toujours les remettre en question. Il n'est pas dans un dogme à l'ancienne sur on faisait comme ça, donc c'est pour ça qu'on continue à faire comme ça. Non, il va se poser la question de pourquoi on le faisait comme ça et pourquoi moi je ne peux pas le faire autrement. Si je le fais autrement, est-ce que ça va avoir un impact positif ? Qu'est-ce que ça va apporter ? C'est pas pour faire du rendement ou toujours plus, c'est vraiment... Il fait pas que des barriques, il les pense, ces barriques. Il les observe, il les ajuste, il les teste, il prend des retours de la part des vignerons qui ont utilisé ces barriques et il va évoluer avec, en fait. Il est expert en dégustation, donc il comprend le produit, il comprend ce qu'il fait, ça c'est essentiel, mais il comprend aussi le produit des autres. Et comment les deux vont pouvoir ensemble se marier, en fait, et être harmonieux. Et ça, c'est vraiment une force supérieure à juste savoir faire des tonneaux
manuellement en fait. C'est quelque chose de plus intellectualisé et une sensibilité sur le produit. Et ça c'est hyper important je pense quand on fait des barriques. Alors ça fait tout en même temps, hein, chanfrein et courtage, la longueur. Ok. Donc, j'ai les deux scies là. Ok. Et puis j'ai cette partie-là qui va faire la rainure. La rainure qui va tenir le fond. Voilà, ce qu'on appelle le jable dans le jargon. Il est tonnelier. Ouais. Du coup, tu vois ça comme un spécialiste, tu vois, mais qui va pas aller exceller dans les autres domaines qui gravitent autour. Et la preuve, c'est qu'il nous propose de déguster des vins. Et là, on prend une claque quand même. Moi, franchement, quand il nous a dit genre, ah, mais je vous fais goûter mes vins, du coup, tu te dis, bon, on est quand même en Bourgogne, le mec il fait des fûts, à mon avis, ça va être bon. Ouais. Et là, tu mets ton nez dans le verre, et là, tu fais. Ah ouais, ça rigole pas. Ouais, c'est du grand cru quoi. Ouais, t'es en train de boire des bouteilles sans étiquette. Des bouteilles sans étiquette avec le meilleur tonnelier du monde et il te fait goûter ses vins et t'es juste là genre ça couche pas mal de grands crus que j'ai bu quoi. Jérôme nous fait déguster plusieurs blancs, tous élevés dans ses barriques neuves au profil varié. Même vin, élevage de durée différente pour ressentir l'impact de la barrique. Parmi elles, sa barrique signature, l'Arlequin. Une douelle sur deux en chêne, l'autre en acacia. Un assemblage complexe à maîtriser car chaque bois réagit différemment à la chauffe, déclenchant la réaction de Maillard à son propre rythme. Ça sent merveilleusement rouge. Donc là, il est tout frais de mise en bouteille. On a mis le SO2 il y a 3 semaines, un mois, pour le stabiliser. Puis là, il aurait fallu attendre encore un peu, mais bon. Et là, il peps grave. Ouais. On est presque sur le poivré. Ouais, j'aime bien aussi, moi, quand ça, on voit. Donc là, il faudra lui laisser 6-7 ans de repos, parce que là, il est un peu énervé. On sent que c'est vif. Mais bon, si c'était frais, on verrait moins cet impact, quoi. S'il était servi à 11 degrés, comme à midi, dans un bac à glace, l'impact, il serait amoindri. Parce que le froid anesthésie les papilles, donc ça donne un peu plus d'élégance pour le déguster. Ouais. Mais là, on l'a en version pour les vrais. Là, on l'a version 20 degrés, à l'ancienne. Bah, je déguste tous mes vins à la température ambiante. Quand j'ai dégustation à faire, je mets toutes mes bouteilles ouvertes le matin pour l'après-midi ou très tôt le matin pour le midi. Et comme ça, tout est à température. Les verres aussi, tous les verres, les bouteilles, ouvert. Le vin, tout est prêt. Et puis, pour faire une comparaison. Déjà là, le nez... C'est dingue, hein. C'est explosif, ça renvoie, quoi. C'est fin, en plus, et ça tabasse, et c'est hyper élégant, en fait. Ouais. J'adore, hein. Et bon, on sent le fruit frais, croquant au nez, hein. Le côté citronné. Ouais, tout à fait. Fruit blanc. Je vais pas cracher. Alors, il mériterait de mettre un bouchon dessus, le poser par terre dans la cuisine et le déguster 2 jours plus tard, quoi. Le temps qu'il s'oxyde un peu. Et que ça le rende moins nerveux. C'est vrai que là, il développe.
Donc ça, normalement, je le fais pas déguster. Je le garde pour mes clients parce que j'en ai plus guère. Mais Il y avait une barrique du coup? Il y avait qu'une barrique et j'en ai eu que la moitié parce que mon cousin, quand il l'a dégusté avec moi, il m'a dit j'en prends la moitié parce qu'il est trop bon ton truc. Donc du coup, à force, 2010... Non, Saint-Thomas, c'est du 2017, j'ai fait une connerie. 2017, c'est 2017 là. C'est pas 2018. C'est 2017. On goûte maintenant le même vin, mais dans la barrique Arlequin, Acacia Chêne. Pas facile à distinguer l'un de l'autre. Hein, chez le même viticulteur, c'est compliqué à distinguer. Même eux, ils ont du mal. Hein. Ouais. Et là, on va voir. Moi, je mets pas le clos, je mets pas la parcelle, je mets que l'appellation. Comme ça, ce qu'il faut comparer, c'est le fût. Bien sûr. Parce que c'est de l'élevage en 100% fût neuf, donc on va déguster. En priorité, le fût. Ouais. Alors là, on a l'acacia qui vient mettre son grain de sel, si j'ose dire, dans le... Fraîcheur, ça amène du frais. Des fruits frais, on est sur l'exotique, on peut dire ananas, fruits de la passion, on est sur l'exotique, quoi. Ouais. Pas trop mûr, mais des fruits exotiques. Frais, On a un nez de caramel aussi, la caramélisation de l'acacia et du chêne. Ouais. Hein, ça envoie aussi, hein. C'est sympa. Hein. Ouais, c'est plus posé, alors, on sent qu'il y a des... Pour comparer avec l'autre, ça patine, ça arrondit les angles, c'est moins agressif. Donc pour les cuvées qui manquent de fruits, on peut amener du fruit comme ça. Du sucre aussi, un peu de rondeur, la sucrosité, si c'est sec. La sucrosité, on l'a là. Quoi. On la sent, enfin on pense qu'elle est perceptible au nez déjà. Si la cuvée est très mûre, il faudrait presque mettre que de l'acacia, quoi. Et avec une chauffe encore plus légère. Plus légère, pour moins sucré. Ouais. Apporter plus d'astringence. Alors les chauffes encore plus légères, j'ai fait un Centenay 2018 pour le coup. Et lui, il est sur la noix de coco. Il sent la noix de coco plein nez. Ah ouais. Fraîche, enfin noix de coco fraîche. Le copra, quoi. Ouais, copra, ok. On est ensuite passé à la dégustation des rouges, et ce dernier verre exceptionnel nous a particulièrement marqué, car en plus d'être délicieux, sa barrique a eu une seconde vie quelque part ailleurs, et on va y venir. Waouh. C'est des vignes de quel âge, ça? Alors celui-là, c'est 2016, c'est ma vigne, donc c'est du Ladois, Ladois AOC, et c'est la cuvée des 20 ans à Valentin. On a fait une cuvée, donc j'avais 123 litres de jus, donc j'ai fait un fût de 123 litres. Je l'ai élevé le vin pendant 18-20 mois dans ce fût Arlequin, c'était un fût Arlequin, et ce fût, il est chez Vincent. Ok. Donc il avait bien vu, c'était pas un œuf du coup, c'était un fût avec ton vin. Un fût de 123 litres, où j'ai acheté le... Donc Feuillade, c'est ça le nom de... la Feuillette, c'est 114. 114. Et là, c'est un fût bâtard. Ok. Mais comment ça goûte, ça? C'est de la soie, hein. Donc le petit côté arlequin qui pète en bouche, qui le soutient violemment. Parce que je pense pas que si j'avais mis dans un autre fût, il soit dans cet état-là. Donc c'est un pinot noir? Oui, pinot noir. C'est la vigne qui est au bout de mon jardin. Ok. Et donc elle a quel âge la vigne? Elle a été plantée en 76. Donc 25 et 25. Ouais, 50. 50. 50 et 49 ans, quoi. Ça, l'équilibre, il est parfait là. Donc là, il y a encore du... Pareil, faut le laisser s'oxyder un peu. Un peu de... Le servir presque le lendemain sur quelques fromages sympas. Puis du pain légèrement toasté. Et puis voilà, quoi. Je pense que ça fait partie des meilleurs rouges que j'ai vu de ma vie. Ouais, pareil. Bravo. On était en train de boire du coup vin rouge et vin blanc. Et toi, tu as reconnu une patte de Jérôme dans l'élevage. Qu'on connaissait via le whisky de Soligny, en fait. Ouais. C'est ça qui est assez fou, c'est deux produits totalement différents. L'un distillé d'orge, de malt, céréalier, l'autre raisin vinifié, rien à voir. Et pourtant,
un point commun à la fin, le même tonnelier. Ouais. Et du coup, ça t'a laissé des... Ah bah, c'est des que... curseurs, quoi. Moi, je trouve qu'il a une identité... il a une identité qui est forte dans les fûts qu'il fait. Ouais. C'est quand même... C'est pour ça que Vincent les a choisis, d'ailleurs. Bah ouais. Que, Vincent, son whisky, enfin son New Make, il est puissant en aromatique de céréales. Et du coup, ça fait super sens, je trouve, quand tu comprends qu'il n'a pas voulu le maquiller avec une chauffe trop forte, ou tu vois, il a besoin d'un élevage dans un bois élégant, en fait. Ouais. Pour laisser toute la place au travail qu'il a fait en amont, pour pas tout venir écraser, en fait. Ouais. C'est à la distillerie Soligny que nous avons découvert les barriques de Jérôme, bien avant même de le rencontrer. Ici, les fûts de Jérôme sont utilisés pour tous les élevages de whisky français, et quand on goûte leur spiritueux, on comprend pourquoi. L'orge est cultivée à la ferme, une variété ancienne choisie pour son expression aromatique. Fermentation et distillation sur grain, sans filtration, tout est conservé et ça sent. Ce whisky-là, Geoffrey l'a surnommé le whisky des brasseurs, parce que dès que tu plonges ton nez dans le verre, t'as l'impression d'ouvrir un sac de malt. Les whiskies reposent ensuite dans les barriques de Jérôme, grains fins, chauffe lente, bois longuement séché. Chez Soligny, on en connaît chaque paramètre, de l'origine du chêne à la chauffe. Vincent et Véronique, les créateurs de Soligny, possèdent également un domaine à Nuits-Saint-Georges. Grâce à ce domaine, et à leur lien avec d'autres vignerons bourguignons, ils sélectionnent des fûts de Jérôme fraîchement vidés de leur vin. Parmi eux, cette barrique sur mesure, type feuillette de 123 litres, dans laquelle Jérôme avait élevé le sublime Pinot Noir. Elle a poursuivi sa route ici, à Soligny, remplie cette fois d'un single malt. Dans le chai humide, avec Vincent, on pourrait presque boire ses paroles. Mais ce jour-là, c'est un single malt qu'on déguste, élevé en barrique de Chambol-Musigny, un vin de leur propre domaine. Chez Soligny, l'élevage ne déguise pas, c'est une signature délicate au service du grain. On a récupéré le fût, les lits, et on a tout de suite le même jour entonné sur les lits. Donc vous avez enlevé le vin et mis le whisky Exactement. tout de suite derrière. Ok. Ouais. Ok, donc vous avez pas Donc là, séché c'est le fût de vin, pas séché de fût, et c'est un fût d'un vin. Donc ça, c'est très différent en termes d'impact de ce qu'on a vu sur la dégustation où on regardait un fût de vin de plusieurs vins qui avaient vu aussi déjà un premier whisky. Ouais. Là, on a un impact beaucoup plus fort. Ouais. Donc on essaie de faire d'ajouter des parfums complémentaires, mais on va lutter un petit peu, on risque d'écraser un tout petit peu la céréale. Donc il faut trouver les bons vins et les bonnes chauffes de fût pour que sur le long terme, on puisse rattraper les équilibres qu'on cherche et les finales sur le grain. Oh là là. Donc ça, c'est plus... La complexité, elle vient beaucoup plus vite, quoi, que sur les autres fûts. Ok, et c'est parce que, en fait, vu qu'il y a les lits, et que quand tu fous le whisky dessus, ça mange les lits, ça mange les lits. Ouais, ça mange les lits. Ouais. Oh là 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 là, comment c'est bon ça! Il y a un peu plus d'amertume, peut-être. Ouais. C'est monstrueux, hein. Oh, le nez que ça! Et donc, du coup, là on est dans le chai humide. Ouais. Toi, les élevages par rapport au chai sec, est-ce que, du coup, au niveau des tonneaux, est-ce que tu sèches les fûts pour le chai qui est sec? Et est-ce que les fûts frais, ils viennent ici directement. Tout le temps? C'est tout le temps comme ça? On fait pas passer par là-bas. Ok. Et c'est quoi la raison? Je pense que les lits, il faut le temps de les absorber. Ouais, et okay. Si on était... alors, l'hiver, hein, je pense que c'est pas un souci d'être au chai sec. Ouais. L'été, tu perds tout l'apport de fruits. Okay. Que tu peux avoir via le vin, via les petites baies de pinot, quoi, si tu veux. Okay. Ce côté petit fruit rouge okay. qu'on va garder jusqu'au... Alors, ça peut être qu'il reste que les pépins, si tu veux, presque, en termes de goût, mais ce goût-là, moi, j'essaie de le maintenir, et je pense que dans le chai sec, l'été, on aurait une dominante bois qu'on n'a pas. Ça, c'est du fût de vin, donc c'est vraiment des chauffes très légères. Ouais.
Donc on va pouvoir rester plus longtemps, plus tranquillement. Et donc être tous nos alcools dont on pense qu'on va les sortir beaucoup plus tard, tout le stockage long, il finit ici. Ouais, ok. Il y a une partie des fûts qui commence au chai sec, qu'on rapatrie ici, mais les fûts frais qui viennent de vin, ils viennent directement dans le chai humide. Bon, ça va faire des single casques. On fera 300 bouteilles de ça pour aller avec les 600 bouteilles de Chambol, quoi. Ouais, ok. Oh, le nez que ça, c'est... Oh, ça sent trop bon. Ouais, on a de la chance quand même de pouvoir rencontrer ce genre de personnes et en fait de prendre du skill dans la... Non, ça y est, mais j'ai capté le bois maintenant. Tu vois J'ai capté le bois alors qu'en fait avant, quand je faisais des dégustes, je dégustais dans la globalité. Et en fait d'avoir fait la dégustation avec lui et d'avoir discuté avec lui, ça m'a permis de comprendre le chêne par rapport au vin. Tu vois. Et je dégusterai plus jamais du vin de la même manière. On espère que vous non plus. Same DJ, same beat, same crowd, same shine on the floor, same hands up loud. But I came here dressed in red and gold to write a story that's never been told. No reruns, baby, no repeat. I'm done dancing to someone else's beat. I want new moves, I want that gleam. Let's tear it up, change the this groove into overdrive. Shake the script, break the scene. We ain't routine, we're a disco dream. Light it up, then the beam. Tonight's the night we change the